La Voix des Bulles présente le One Night Club, le podcast BD qui sort quand il sort et qui fait ce qu'il peut pour changer de pilote. Et bonsoir, et oui, donc comme vous le voyez, donc votre pilote ce soir n'est plus le même, donc pensez bien à sa ceinture, à un moment des toboggans, piensa à la porta. Et bienvenue donc sur One Night Club, le podcast qui va vous faire rêver, qui va vous faire dépenser des sous. Et pour dépenser des sous, nous avons donc forcément un libraire. Bonsoir Guillaume. Salut tout le monde. Avec ça, bien sûr, nous avons un cérébral, un mec qui a vraiment de l'expérience sur le bouquin, qui va te parler vraiment dans le fond, qui va aller justement dans les fonds historiques. Un archiviste. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Espagnol. Donc du coup, on a directement. Alors, pour la traduction, on va avoir l'avantage, c'est qu'on a un vrai espagnol avec nous. On a Teneucho, qui est un vrai traducteur. Il va nous faire ça en simultané. Vous allez voir, c'est de la folie. Si, je peux le faire avec les claquettes et los corones. Muy bien. Bien évidemment, pour dépenser des sous, il faut toujours avoir des gens qui vous subventionnent. Nous, on a directement notre boulot, mais on a aussi la chance d'avoir des gens formidables, des gens qui dès le début nous ont suivis. Pas ceux qui s'incrustent dans les émissions et qui, eux, ne parlent pas ou qui font juste du bruit quand on commence. Mais il y a des gens qui ont donné... Ils font participer, ils sont géniaux, ces jeunes. On a parlé dans le micro. C'est une voix. On peut arrêter là. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout de suite, je laisse les commandes, ça part en couille. C'est n'importe quoi. C'est le bordel. Comment c'est possible? On va avoir du mal à s'en remettre, on vous le dit tout de suite. Donc, et oui, c'est Pâques. Du coup, je voulais remercier donc les vrais tipeurs, les gens qui nous donnent des sous depuis le début. Chiavon, Warloff, Stéphane, Cobal, Boob et Matt Deka, qui ont la chance de participer à un podcast de qualité et qui nous suivent et qui nous permettent justement d'avoir du Schweppes aujourd'hui à table. Ouais. Merci à eux. Ouais. Alors, ce soir, nous allons parler de quoi? Nous allons parler de Un loup pour l'homme, nous allons parler du Seuil, nous allons parler de Partners 2.0, du Nom de la Rose, tome 1, et d'une série absolument phénoménale, For All Mankind. Et tout de suite, nous allons commencer par moi-même. Ah oui, c'est comme ça. Ouais, c'est la meilleure introduction, c'est la mienne. Oui. Alors, j'allais te dire, ta femme dit la même chose, mais je peux pas t'en parler. Alors, c'est top. Donc, du coup... Ah, putain, merde, on est banni de Switch, Guillaume. Oh la vache, ça a duré 2 secondes, dis donc. L'émission la plus courte. Tu détiens un record, Mathieu. Titre. Ok, donc Léopold Baron, qui est le maître de son domaine. Excusez-moi, d'abord, je vais commencer. Excuse-moi, là, du coup, tu m'as... Ah oui, Alors, Un loup pour l'homme, donc de Valérie Vernet, de Mathieu Rennes, aux éditions Dupuis. Mathieu Rennes est au scénario. On change un petit peu. Valérie Vernet est au dessin et à la couleur. De quoi que ça nous parle? Eh bien, je vais vous le dire tout de suite, parce que du coup, je me fais à la fois l'animateur et en même temps, je me réponds tout seul. C'est un petit peu une sorte de schizophrénie ce soir. Léopold Baron, donc, est le maître de son on peut domaine. faire les relances, si tu veux. Si tu nous les donnes avant... Non, mais je me lance très bien tout c'est seul. le gars qui se fait des passes, mais en solo. Ouais, mais comme ça, t'es jamais Le déçu. futsal, c'est lui. Ouais. Perso, Toujours. Donc du coup j'en étais à c'est le maître de son domaine, Léopold Baron. Il mène donc son domaine d'une main de fer, dominant aussi bien ses employés que les membres de sa famille. C'est un personnage, on va dire, rustique, donc un brin violent. Un jour, il va donc se rendre en forêt pour assouvir son plaisir ultime, la chasse et la traque. Et ce jour-là, forcément, il ramène une troupe de loups qu'il va fièrement exécuter. Et sans la moindre considération, il va ordonner à Maria donc, de préparer cette nourriture donc, pour le repas du soir. Et après le repas, bien sûr, avec une grande légèreté dans... Une grande légèreté. C'était à propos, on peut pas faire mieux. Je peux l'enlever du mur, ça a été quand même lumière. C'est juste un bouton sur lequel tu peux appuyer, Eve. Donc du coup, j'en étais à après le repas, donc le ventre bien rempli et avec donc une Putain, c'est n'importe quoi. Il m'a dit un bouton, ouais. Non, je sais pas. Excusez-moi, je suis désolé. Moi, franchement, j'étais bien ce soir. Donc, j'en étais après le repas.
Léopold Baron, donc d'une subtile légèreté un peu lourde, hein, décide que Maria, elle va passer à la casserole et il essaye d'abuser d'elle. Celle-ci, forcément, va le mordre à la main parce qu'elle refuse et du coup, cette espèce d'enculé va donc la tuer. C'est léger, c'est frais. C'est frais, hein, ça voilà. se Donc, mange sans faim, quoi. et du coup, elle va, comme il l'a tuée en fait en lui mettant des coups, en fait, il va ensuite la pendre à l'arbre devant la maison pour que sa fille donc la voie. Putain, il y a un truc c'est très joyeux. Et donc, on va se retrouver voilà, avec. Il va dire à ses hommes forcément de ne rien dire. Et la fille va être donc expulsée de la maison. Elle va devoir s'émerder toute seule. On va se retrouver quelques années après, donc justement, avec une nouvelle partie de chasse. Et Léopold qui va désormais. Donc, on va apercevoir que dans ce paysage, dans cette forêt, il y a désormais une fille, une sauvageonne qui vit. Et ça va être, on va dire, le tenant de l'histoire. Mais qui est-ce que ça peut être? Qui est-ce que ça peut être? Cette sauvageonne qui vit dans la forêt et qui visiblement a une grosse acquaintance avec les loups. Alors, notre récit s'ouvre quand même sur une situation quand même très dominant-dominée. C'est quand même, je trouve, moi j'ai été un peu choqué parce que je me suis dit quand même c'est hyper violent dès le début. Je me souviens de Mathieu Renès et de Valérie Vernet pour leur travail sur la mémoire de l'eau. Qui était quand même beaucoup plus jeunesse. Là, on est, je trouve, sur un truc un peu plus pointu. Voilà, on est quand même sur un autre niveau de... Excusez-moi, c'est l'élément qui est resté collé. D'insoutenable légèreté. C'est très radiophonique. Mais non, mais là, il me voit en fait, c'est ça qui vient. L'histoire va prendre un petit tournant un petit peu fantastique. Donc, on n'est pas que sur de la violence et on va dire un côté abusif vis-à-vis des femmes. Au niveau du dessin, Valérie Vernet a fait un choix, c'est que toutes les scènes de nuit vont être avec des cases détourées en noir et que du coup toutes les cases de jour vont se passer avec du blanc. Donc c'est intéressant parce que ça met, je trouve, un très beau contraste pour toutes les scènes de nuit et ça te permet de bien faire la séparation entre jour et nuit, ok. Mais je trouve que ça affadit un petit peu du coup le côté les cases du jour. Après voilà, c'est mon avis perso. Finalement, voilà, sur le fond de l'histoire, elle est malheureusement, on va dire, elle est assez entendue. Très rapidement, j'ai eu, on va dire, les éléments de narration qui me sont venus au fur et à mesure. Ça gêne pas pour la lecture parce qu'elle reste quand même très distrayante et agréable. Mais j'étais quelque peu déçu parce que je m'attendais à un truc un peu plus péchu et qui me resterait un peu plus en mémoire. Voilà, Un loup pour l'homme m'a satisfait, mais ça reste pas, on va dire, l'incontournable qu'il faut avoir absolument dans votre bibliothèque. Quel est votre avis, à vous d'autres? Donne la parole. Donne la parole, Guillaume. Eh ben, écoute, justement, on parlait de bibliothèque. Ça peut effectivement être un bon livre de bibliothèque, dans le sens où, je suis comme toi, si je devais acheter le bouquin, je serais déçu en fait parce qu'il est pas marquant. C'est bien, c'est correct, c'est bien dessiné, ça passe, c'est bien raconté, ça passe. Mais je sais pas, il y a rien qui te reste à la fin. Ça m'a vraiment surpris. J'ai eu ce sentiment de tout ça pour ça un peu. Pour autant, je pense que ça vaut le coup de le lire si effectivement on le trouve dans une bibliothèque. Donc voilà. Après. Ça fait partie de ces BD qui sont bien, et puis du coup on passe à autre chose. Et toi, Tisac, qu'est-ce que t'en penses? J'ai un peu le même ressenti. Après, le dessin reste quand même très plaisant. Les personnages sont super expressifs. Il y a des relations qui sont posées sur un seul tome. T'as pas donné le nombre de pages, tant pis. Je sais que c'est mon petit délire perso, mais sur un one shot, ça peut aussi avoir son intérêt pour connaître le temps qu'il y a à positionner les personnages, et je trouve que scénaristiquement parlant, ils s'en sont bien tirés de ce point de vue-là. On a vite la vie de famille, on a vite la vie à l'intérieur d'eux, on a vite le background de la petite fille. Je trouve que de ce point de vue-là, on plonge assez vite. Mais effectivement, il manque un twist un petit peu plus novateur, un apport de quelque chose. On se permet d'aller dans le pseudo-fantastique. Pourquoi pas essayer d'en tirer une substantifique moelle plus novatrice. Voilà, c'est juste le seul regret, parce que finalement tout est bien, hein, tout est bien fait, c'est bien dessiné, c'est bien raconté, c'est assez équilibré, il n'y a pas de moment de flottement où on s'ennuie.
mais on a un peu la sensation d'un déjà-vu. Alors, peut-être pas déjà-vu de A à Z intégralement dans un seul tome, mais ça vient de là, ça vient de là, ça vient de là, et au final, on n'a pas réellement senti quelque chose de nouveau. Donc, c'est bien fait, mais c'est classique. Après, ce que je rebondis sur toi, ce qui est intéressant, c'est vrai que les personnages, je trouve, sont très, très aboutis. Il y a une vraie finesse. Enfin, Une vraie psychologie de Vraie personnage psychologie qui est posée en très, très rapidement. très En un seul rapidement. tome, il y a tout, Ouais, hein. c'est Ouais. clair. Mais oui, mais pour autant, t'as aucune empathie pour eux, quoi. T'as aucune empathie. Non, mais je veux dire dans le sens où tu as vraiment un stéréotype, où tu as vraiment pas les faux. personnages qui sont bien définis. Oui, Très vite, tu mais, sais enfin, je qui veux est dire, gentil, qui est le méchant. Le méchant, ouais, super, c'est le méchant, mais bon. Enfin, je veux dire, je trouve que ça justement, les personnages sont bien posés, mais ça manque d'ampleur, quoi. À aucun moment, t'as de l'empathie pour eux, que ce soit le méchant, la jeune sauvageonne, le petit gars, la fille du baron. Aucune empathie. Enfin, je veux dire, le méchant, je le déteste pas. Le héros, je suis l'adore quand pas. même. Alors, puis à la fin, si, il y a Non, quand même. il est détestable, mais en vrai, tu le détestes pas. Moi, il m'a fait ni chaud ni froid, en vrai, pour de vrai. hein. Non, moi, je trouve que les scènes finales fonctionnent assez bien. Ouais, dans mais, la montée un petit peu plus angoissante. je sais pas. mais, Honnêtement, j'ai lu des bouquins. J'ai lu des bouquins moins bons que j'ai préférés parce que justement, t'avais plus d'empathie pour les personnages. Oui, peut-être. Ouais. Mais voilà, mais c'est bien fait. Tu vois, on se permet même d'aller jusqu'au bout de l'enquête policière, etc. Ouais, non, mais Il y a peu de pans qui ont été oubliés. Après, effectivement, sur le versant des sentiments et le lien entre les personnages et le lecteur, effectivement, ça manque un petit peu. Mais oui, voilà. Moi, je trouve que c'est de la belle ouvrage, mais à laquelle il manque la petite épice qui vient donner un petit grain de folie. Bon, c'est bien dommage quand même pour ce Un loup pour l'homme donc de Valérie Vernet et de Mathieu Rennes chez Dupuis au prix de 27,95 €. Ah ouais, putain, ça déchire le prix. Et donc désormais l'archiviste va nous parler du Seuil, un livre donc de Fanny Vella qui était à peu près à tout. Elle fait tout. Elle a fait le scénario Elle fait et tout. le dessin. Oui. Elle les livre à la maison. Après la couleur, Non, c'est pas non. Là, c'est pas elle. Donc ça c'est chez Courrier du Livre, donc édition graphique, 16,90. Mise en couleur de Cyrielle Pisapia. Eh bien, après la tentative de viol qui se finit par un meurtre, on reste dans le léger, le frais, le light, donc le seuil. On rencontre Camille qui est une étudiante en BTS et qui vit depuis quelques années, et qui partage un appartement avec Jonathan. Et très vite, en fait, on se rend compte qu'il y a un truc qui va pas bien entre les deux, et que Jonathan est quelqu'un d'assez toxique, manipulateur, voire violent. Donc, elle essaye de trouver une bouffée d'oxygène en Samy. Samy, qui est un étudiant en BTS avec elle et avec qui elle échange des petits SMS un peu ambigus, on va dire. Sauf que Samy, il apprend quand même que Camille, elle est en couple et lui, c'est pas son délire quoi, d'être le dindon de la farce. Donc, il va mettre un peu de distance et ça va être un petit peu compliqué parce qu'effectivement, Camille va se retrouver un petit peu seule. Alors, il lui reste Margot, sa meilleure amie, qui, elle, sait très bien que Jonathan est quelqu'un de violent et qui n'arrête pas de lui dire qu'il faut qu'elle se barre. Mais voilà, quand on est en couple avec un manipulateur, c'est pas si facile que ça. Et on voit un petit peu ce quotidien-là, avec des personnages qui sont... plusieurs situations, l'histoire avance un petit peu, et entre autres, il y a une histoire d'anniversaire, l'anniversaire une fête de famille, en fait, dans la famille de Jonathan, avec des personnages assez attachants, où elle rencontre la grand-mère, qui lui dit « Fais attention à mon petit-fils, je l'adore, mais il est violent ». Enfin bon, bref, des petites choses intéressantes. Voilà, donc l'essentiel n'est pas là, en fait. L'essentiel, il est dans la description d'une relation toxique au sein d'un couple. Et là-dessus, je trouve que c'est fait avec beaucoup de sensibilité de la part de Fanny Vella. Alors, il faut savoir que d'abord, c'est un ouvrage qu'elle a publié en auto-édition, en crowdfunding, en 2019. Là, elle a complètement refait la mise en page pour cette édition-là. Donc, aux éditions, on l'a dit ou pas ?
Il dit ici le courrier du livre. Le courrier du livre. Donc elle a entièrement refait la mise en page et la structuration. Elle a rajouté quelques cases aussi, peut-être pour éclaircir un petit peu ou fluidifier la narration. Et elle a confié la mise en couleur à une coloriste, ce qui apporte quand même beaucoup au récit. Donc ce qui est... et elle a aussi sollicité Capucine Coudrier, qui est une femme qui a vécu la manipulation et la maltraitance et la violence de son conjoint et qui a monté une association pour aider les femmes battues. Donc, qui raconte aussi en 2 pages, hein, c'est pas pathos du tout, son ressenti après la lecture de l'album. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une sensibilisation sur ces relations toxiques, en espérant que personne ne s'identifie en fait à Jonathan. Si jamais vous vous identifiez à Jonathan dans ce que vous lisez, posez-vous quand même des questions. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu sa réaction à elle, quelle est la difficulté de s'en sortir et la réaction de l'entourage. Parce que l'entourage, il a beau être compréhensif, il a beau accompagner, il a beau faire tout ce qu'on veut. Finalement, si la personne qui est concernée ne prend pas un petit peu le taureau par les cornes, et ben elle s'enferme et elle s'étiole et voilà. Donc pour terminer, le seuil. Pourquoi ce seuil, ce titre? Donc on est sur un titre à plusieurs significations. Le seuil, c'est le seuil du coup de trop. Soit le coup de trop parce que c'est le coup fatal, soit le coup de trop parce que c'est le coup qu'on ne va plus supporter, qui va nous faire agir. Mais c'est aussi le seuil au-delà duquel on va accepter l'aide des autres. Parce qu'à un moment donné, il faut que la personne accepte l'aide d'autrui, et pour ça, il faut qu'elle recommence à apprendre à s'aimer. Ça, c'est la grosse difficulté. Finalement, la manipulation fait qu'on s'éloigne de son entourage par une forme d'autodestruction. Si on est manipulé, c'est qu'on a quelque part cette façon de penser qui fait que le manipulateur a une emprise. Et cette façon de penser, c'est lui qui l'induit, mais il faut qu'on en prenne conscience et qu'on arrive à s'accepter tel qu'on est, à aller au-delà de l'image que nous renvoie le manipulateur, parce que forcément, il va renvoyer une image négative, de destruction, de nullité, etc., de tout ce qu'on veut. Et ça, c'est le premier pas. Donc ça, voilà, le seuil, il est là, il est sur ce premier pas-là. Donc, pour moi, c'est un album qui est assez fort. Ça fait partie de ces albums que vous avez sur votre table de nuit, ou si vous êtes un gros lecteur, comme c'est notre cas autour de cette table, carrément posé par terre, parce que la table de nuit est déjà pleine, et vous vous dites, je vais le lire, et je suis sûr qu'il est bien. Mais en fait, on en repousse un peu la lecture parce qu'on sait que c'est un ouvrage qui va nous marquer. Moi, c'est un ouvrage qui m'a marqué, mais j'en ai repoussé un peu la lecture. Merci. Donc, Tizak. Eh oui. Alors attends, juste avant que je te lance. Mais est-ce que le seuil nous a une sorte de, pas de happy end, mais est-ce que c'est une sorte de thérapie, ou est-ce que ça nous permet quand même d'avoir une vision qui finit quand même positivement sur... Est-ce que c'est juste la thérapie, c'est-à-dire justement de prendre conscience et de se dire qu'il faut que ça change? Ce qui est intéressant, c'est que t'as pas dans toute relation humaine, t'as ni blanc ni noir. Donc là, on n'est pas dans un blanc et dans un noir. D'ailleurs, on est dans un niveau de gris au niveau de la mise en couleur, et l'histoire est en niveau de gris. À la fin, tu n'as pas... il est toujours là. Jonathan, certes, Camille n'est plus avec Jonathan, mais Jonathan s'est remis en couple avec quelqu'un d'autre. Il est vraisemblablement tout aussi manipulateur. D'ailleurs, Camille se retrouve confrontée à Jonathan et à sa nouvelle copine, et elle ne sait pas comment réagir, en disant mais est-ce qu'il faut que j'aille la voir, est-ce qu'il faut que je lui dise mais en fait elle se rend bien compte de ce qui se passe, etc. Est-ce que moi je me mets pas en danger si est-ce que je retombe pas dans ce cercle-là? Voilà, on est certes dans l'histoire, elle se sort de l'emprise de Jonathan, mais pour autant on n'est pas sur une happy end avec youpi je me mets en couple avec Samy, non pas du tout. Merci. Tizak. Bah écoute, il en a déjà dit beaucoup. Ce que je peux rajouter pour moi, c'est un album qui est intéressant pour l'entourage, c'est-à-dire qu'on a plein de façons différentes d'aborder l'entourage dans le bouquin, aussi bien du côté de la famille, du
du grand méchant, on va dire, de celui qui a l'emprise, que du côté de sa famille ou de ses amis à elle. Donc c'est en ça que c'est assez intéressant, parce que justement, tu disais tout à l'heure, est-ce qu'on s'identifie à tel ou tel type de personne, est-ce qu'on s'identifie aux manipulateurs ou pas. Ça peut être une solution, enfin une possibilité en tout cas. Effectivement, si quelqu'un lit le machin et s'identifie aux manipulateurs, effectivement c'est un gros signal d'alarme. Ou alors s'il trouve qu'il a vraiment raison. Non, franchement, il a raison. C'est vrai, c'est une grosse connaisse, quoi. C'est ça. Bref, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que voilà, on a une panoplie de personnes différentes autour qui ont tout envie d'aider leur ami, une personne de la famille, peu importe. Et ils ont tous une approche différente. Et à certains moments, elle arrive à les entendre, à d'autres, elle les entend pas. Parfois, ça fait du bien. Voilà, tu parlais de la grand-mère du Jonathan qui l'alerte. Ça lui a fait du bien. Ça a donné une forme de légitimité à ce qu'elle pouvait ressentir. Est-ce normal finalement de se faire taper sur la gueule ? Est-ce qu'il n'a pas raison de me taper sur la gueule ? Est-ce qu'il n'a pas raison d'être en colère ? Est-ce que c'est pas moi qui fais un truc mal ? Bon, ben voilà, si la grand-mère du gamin, ou du jeune homme, arrive à le dire, c'est que clairement il y a un truc qui dysfonctionne. Donc voilà, ça a donné aussi une forme de légitimité. Donc ça aussi, ça donne des exemples de situations, et parfois, parler, oser dire un truc, ouvrir une porte. C'est déjà beaucoup, et ça peut être une goutte qui remplit après l'autre le vase, et à un moment donné où le vase va arriver à déborder, et la personne concernée va prendre la décision de partir, et on va pouvoir l'accompagner à ce moment-là. Mais déjà, effectivement, comme le disait Jérôme, il faut déjà que la personne arrive à prendre cette décision-là, on ne peut pas le faire à sa place. Et ce sur quoi tu revenais aussi, c'est quand elle rencontre Jonathan dans la rue avec sa nouvelle nana, plutôt vers la fin du bouquin, elle se rend compte qu'il y a un problème, mais un peu comme une droguée, elle a peur de retomber. Et elle aurait très envie d'aller aider la nana. Elle sent que la nana est en danger, parce qu'elle a maigri, etc. etc. Mais elle a trop peur d'y aller. Et elle-même se serait se mettre en danger. Et donc, elle n'est pas équipée, elle n'est pas armée pour aller affronter ça. Voilà, son vécu fait ça ne lui permet pas d'aller faire ça. Donc voilà, j'ai trouvé que c'est un album qui était bien fait sur les relations. Voilà. Par contre, esthétiquement, je n'ai pas trouvé ça foufou. Les dessins de personnages sont pas dingos. Voilà, c'est pas esthétiquement, graphiquement, c'est pas là que l'intérêt se porte sur le bouquin. C'est peut-être pas l'intérêt du livre principal, surtout Voilà. c'est que c'est plutôt le propos. Mais le propos, lui, par contre, est assez bien écrit, assez bien présenté. Donc voilà, c'est un bouquin très intéressant. Et on parlait de bibliothèque tout à l'heure sur le bouquin précédent, pour des raisons très différentes. Celui-ci, par contre, à mon sens, devrait figurer dans toutes les bibliothèques, y compris au lycée, où ce genre de mécaniques peuvent commencer à se mettre en place. Et donc, c'est un bon signal d'alerte pour les jeunes filles ou les jeunes garçons sur ce type d'emprise. Ouais, je vais laisser la parole à Guillaume si tu l'as lu. Malheureusement, j'ai pas pu, je l'ai pas reçu. Mais en fait, moi, ce qui m'interpelle un petit peu, et là on peut parler peut-être 30 secondes du marché du livre, mais un bouquin comme ça qui, à mon sens, mérite d'être un peu défendu, un format qui est un peu plus petit que les autres, donc en librairie peut-être pas forcément facile à mettre en avant, noir et blanc, avec un dessin comme le Diti qui est pas foufou. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut que les libraires prennent à bras le corps, parce qu'il va pas tomber dans les mains du public naturellement, quoi. Après, de toute façon, c'est vrai pour tous les bouquins, quels qu'ils soient. Il y en a tellement qu'ils se parasitent tous les uns les autres, et je ne parle que d'un SPBD. Hein, j'en ai 200 000, moi j'en ai beaucoup, mais les généralistes en ont encore plus. Hein. Oui. Après, le prix est quand même pas excessif. Non, franchement, c'est pas pour le nombre de pages, le volume, 16,90 €, ça reste encore correct. Surtout que les bouquins ont pas mal augmenté ces derniers temps. Donc non, le prix me choque pas, moi. Après, c'est effectivement le genre de bouquin qu'il va falloir soutenir, qu'il va falloir présenter, qu'il faut mettre dans un rayon thématique pour que les gens qui sont intéressés par le thème puissent aller farfouiller dedans. Mais c'est vrai d'à peu près tous les bouquins qui vont parler de phénomènes de société, de problèmes sociaux. Par exemple, on en parle dans une autre émission plus tard, mais il y aura Pénis de table, pareil. Si tu mets pas dans ce genre de rayon, ça sort pas en fait. S'il y a besoin qu'on en parle, il y a besoin que les émissions en parlent, il y a besoin que les journalistes en parlent. Voilà. C'est pas un bouquin vers lequel on va aller naturellement. Et par contre, la couverture, à l'air de rien, est pas mal. Elle a quand même un côté un peu accrocheur. Quand tu la regardes, ça a beau être du noir et blanc.
Quand ton œil arrive dessus, tu t'arrêtes parce que tu vois qu'il y a un problème. Tu vois qu'il y a un truc. Je trouve que les ombrages sur le visage, la prise de parti sur les ombrages vont t'arrêter l'œil, justement. Et après, du coup, tu vas regarder la couverture, tu vas voir le seuil, tu vas pas comprendre. Ensuite, tu vas voir Jonathan derrière, tu vas faire bon, ok. Et là, tu vas te dire, tiens, ça parle de quoi? Donc, la couverture est quand même plutôt bien, moi, je trouve. Après, l'éditeur, lui, est peut-être un peu plus méconnu. Typiquement, je suis pas sûr à 100% que mon représentant Interforum, donc puisque c'est Interforum qui distribue, m'ait parlé de ce bouquin, parce que l'éditeur ne fait peut-être pas partie du catalogue BD officiellement. Ouais, les classifications sont parfois un peu cheloues. Et enfin bref, voilà, c'est peut-être ça aussi le défaut. Et en même temps, j'ai envie de dire que de toute façon, ce genre de bouquin va se vendre aussi beaucoup chez les généralistes. Donc c'est pas forcément surprenant qu'ils oublient les SP, même si c'est dommage. Voilà. Ok, eh bien écoutez, merci. Et toi, non? Je ne l'ai pas lu. Ah. C'est pareil, il est resté chez Tizak et je n'ai pas pu le récupérer. Mais je sais, voilà, tu vois, des fois, je te dis, des fois, en fin d'émission, je dis, ouais, je vais le garder parce que j'ai envie de le lire. Et là, j'ai l'envie de le lire. Mais je ne sais pas si j'aurai la volonté de le faire. Tu vois, c'est dur. Tu le laisses à côté de ton lit, comme j'ai fait pendant quelques temps. Et puis un jour, tu le prends et tu ne regardes pas. Ok, mais il y a Casper qui me fait des signes au fond de la salle, mais je ne sais pas pourquoi il me fait des signes. Je l'ai sélectionné pour le prix 2024 de la BD France Bleu. On verra ce que ça donne. Mais en tout cas, il est dans la sélection. Ok. Passe à la suite. Et là, on est toujours aussi sur les relations de couple, mais alors clairement, on va changer vraiment de ton. On est sur quelque chose d'un peu plus léger. On est sur Partners 2.0. C'est le grand écart, là. C'est le grand écart, ouais. C'est le cas Je ne de crois le pas dire. si bien dire. Partners Vous avez entendu les rires gras? Voilà, on est passé d'un ton grave à un rire gras. Donc Partners 2.0, donc au scénario au dessin de Souryu, traduction de Maré Saskia Reynal. Ah bon, c'est traduit ça? Ben, il paraît. Édition de Kurokawa à 7,95 €. Et c'est donc... Je dois confondre avec un autre, alors l'auteur. Bon, c'est pas très Non, grave. c'est Silence qui n'est pas traduit. Parce qu'il est Non, français. mais il me semblait que Soryu, il était français aussi. Ben, il y a une traductrice qui a annoncé sur le site. Moi, je fais ce que Kurokawa a dit. Ça a été fait par un mec du Sud-Ouest. Et C'est la bouche C'est Léo pas Valli. lui qui a fait Taï aussi, la princesse de la Lune, là, un truc Moi, comme ça. Kurokawa, ils disent qu'ils ont une traductrice dedans. Moi, je les crois. Hein. Ouais. Je suis bon, ok. Bon, allez. Je revérifierai. Quoi qu'il en soit, alors j'ai fait l'effort, j'ai relu les noms. Oui, parce que je retiens toujours pas les prénoms. Donc, Murata, le monsieur, le jeune homme, et Tomoka. Et merde, j'ai oublié déjà, c'est affreux. Bref, Tomoka, merci. Murata et Tomoka. Donc, Murata et Tomoka sont deux personnes adultes, majeures, vaccinées, consentantes, qui sortent tous les deux d'une relation toxique, justement, puisqu'on en parlait. Mais ils en sortent différemment. Voilà, c'est-à-dire que ça matche pas, quoi. Une petite amie beaucoup trop possessive et beaucoup trop irrationnelle quant au fait qu'on répond pas assez vite au téléphone. Un petit ami qui supporte pas bien le côté un peu trop dévergondé de sa petite amie. Enfin bref, leur relation finit par par devenir toxique et les empêcher de vivre convenablement. Et bref, la relation s'arrête. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont se rencontrer l'un l'autre. Et donc Partners 2.0, c'est ça en fait. C'est des histoires, c'est une espèce de romance entre adultes consentants. C'est pas mal sexué. Ah merde, je l'ai pas vu. Voilà, ils aiment le sexe tous les deux, ils ne s'en cachent pas. Il y a Au dos, c'est un marqué. accord, il y a un accord tacite entre eux. Voilà, les relations de couple sont nulles et pénibles et terribles et chiantes et horribles. Donc, on ne sera pas en couple. Ok. N'empêche que voilà, ils sont rigolos, ils sont attachants parce qu'ils vont échanger beaucoup, ils vont vivre plein de choses ensemble. Beaucoup de sexe au début, mais à un moment donné, ils font aussi un peu d'autres choses. Et en fait, on prend plaisir à suivre les péripéties de ce non-couple qui sont plutôt rigolotes et chacun des caractères. Ils ont un côté très caricaturaux tous les deux. Lui, c'est un maniaque du boulot. Il faut tout le temps qu'il ait fini son... Enfin bref,
c'est un furieux, il arrête jamais. Elle enchaîne les petits boulots parce qu'elle veut pas se prendre la tête et elle est ultra dépensière. Ils se retrouvent régulièrement sur leurs jeux vidéo en ligne. Enfin, voilà, je vous laisse imaginer pas mal de petits clichés pour justement en fait se servir de ces côtés caricaturaux pour dépeindre des situations de vie. Et voilà, un petit ouvrage très plaisant, enfin une petite série très plaisante à lire et qu'on suit un peu comme un petit bonbon, un petit rendez-vous qu'on est content de retrouver. C'est sympa, quoi. Voilà. Après, j'entends les critiques de tout le monde. C'est pas un chef-d'œuvre, on est bien d'accord, mais c'est quand même très chouette à lire. Quoi? C'est pas un chef-d'œuvre? Alors donc Soryu est bien un mangaka japonais, hein, donc il a bien, origine Japon. Et ben alors je confonds avec un autre. donc il y a bien nécessité à le traduire malheureusement. Il a fait Magical Girl Holy Shit. Holy shit, exactement. Ah ouais, que je vais mais aller c'est chercher. ça, je confonds. Tu nous en as déjà parlé en plus, je crois, de Magical Oui, Girl Holy ouais, Shit. mais ça aussi c'est vachement cool. C'est pour ça. Écoute, Partners 2.0, donc moi je vous en parlais parce que je l'ai lu. Non. Si. Un vrai travail de Ah oui, professionnel. donc t'as pas lu Le Seuil, par contre tu lis ça, quoi. Bah ouais, parce que Ah ça ouais, c'était ok, plus facile. non, d'accord, on a compris. Bah, surtout parce que je l'avais aussi, ça m'aide. Oui, ça aide, moi aussi. Ça aide m'arrive. aussi quand tu l'as chez toi directement, c'est plus facile. Écoute, je suis d'accord avec toi, c'est peut-être pas le bouquin de l'année, mais j'ai trouvé ça très, très frais, très drôle. Après, quand on te dit que c'est érotique, pornographique, c'est Non. érotique, quoi, c'est léger. Hein. C'est Il parle de cul. Nous C'est on l'a du plus. ecchi. Ouais, c'est un peu plus qu'ecchi, mais il y a des seins en fait. Mais à part des seins, on voit rien. Ouais, mais il parle, c'est tout. Des c'est fesses. ça. Si, on voit des fesses. On voit des fesses aussi, mais enfin, tu vois, nous quand on en parle à la librairie, on dit voilà, c'est une romance sexy, quoi. Mais Ouais. c'est très explicite quant à ce qu'ils font, mais par contre, il y a aucun visuel, quoi. C'est ça. Après, voilà, c'est surtout les discussions entre eux qui sont, je trouve, très, très drôles. C'est cette espèce de légèreté, de franchise qu'ils ont entre eux. Et je trouve que voilà, c'est drôle parce qu'ils se disent qu'ils ne sont pas en couple. Mais finalement, Ouais, non, mais tu te dis, bah, les gars, Ouais. vous voulez qu'on en parle, mais en fait, vous êtes en couple, quoi. Enfin, t'es sa meuf, t'es son mec, vous y êtes, quoi. Ah, c'est ça, c'est ton avis. Moi, je te donne le mien. Moi, je trouve que ce bouquin-là, sous des airs justement très légers, on met des nichons, on met de la culotte, on met ci, on met là, il y a une vraie critique de la société, ou en tout cas une vraie photographie de la société japonaise d'aujourd'hui. C'est des problématiques liées au rythme de vie du mec qui font qu'il ne peut pas avoir de vraie vie de couple. Et ça peut être que moi j'ai que ça à te donner, je peux pas en faire plus. J'ai pas le temps, je suis trop fatigué, j'ai besoin de bosser, je bosse avec des horaires de dingue, etc. Et quand j'ai fini de bosser, en fait, je vais finir de me lobotomiser sur un jeu vidéo. Et il y a pas l'énergie d'aller monter un couple à côté. Il y a pas non plus du coup l'envie d'aller monter un couple parce que en fait c'est chiant un couple, il faut faire ci, il faut faire là, il faut. Et ils n'en ont pas envie. Ouais, mais là, je suis pas d'accord parce qu'en fait, ils le font. Non, Parce que il faut pas le il faut. Non, Justement, et ils le tout, font. Non, tout le truc je il est te là, dis, je c'est te qu'ils dis, ne le font qu'à l'envie. non, mais ils le font. Donc Ils ne finalement, le font qu'à l'envie. C'est le principe Oui, de quand mais on était ça en reste- confinement mais pendant le Covid. Est-ce que Ça vraiment te t'allais au reste- cinéma ça te toutes les reste- 5 minutes? Non. Oui. Mais le fait de ne pas pouvoir le faire, ça t'emmerdait. non, c'est que là, eux, ils le font quand même. C'est-à-dire qu'ils te disent, non, on n'est pas en couple, on est totalement libre, on est free, on est machin, on est bidule. Mais finalement, qui est-ce qui après le boulot se dit, tiens, je vais prendre des sushis, on va aller manger à la maison. Ben oui, mais c'est déjà être un couple, quoi. C'est déjà le faire. C'est déjà, ils ont plein de petits trucs qui font que. Mais pour l'instant, ils l'ont pas réalisé parce qu'on a le premier tome. Après, Ouais. ils le réaliseront peut-être. Là, il faudrait voir avec. Mais on va peut-être quand même déjà demander son avis à celui de On toi. n'a dit pas de spoil. C'est vrai. Allez, l'archiviste, toi, qu'en as-tu vu? Est-ce que toi, ils sont en couple ou pas alors? L'as-tu vu? C'est- En fait, c'est cousu de fil blanc. Donc voilà, on passe un bon moment. Très honnêtement, j'ai eu beaucoup de mal à m'y mettre. Alors, je sais que ça fait rire Guillaume, mais je l'emmerde. Parce que c'est écrit tout petit. Tu veux Ça, des c'est lunettes? vrai. C'est vrai que c'est écrit tout petit. Tu sais qu'il y a des gens, ils ont inventé la loupe. Oui, voilà. C'est bien pour ça que je l'emmerde. Il y a même des gens qui ont inventé les ophtalmos pour pouvoir avoir une nouvelle ordonnance pour aller voir chez un autre mec qui s'appelle l'opticien. Et voilà, mais bon, après, une fois qu'on s'est mis dedans, voilà, c'est sympathique, on passe un moment agréable. Voilà. C'était Eh, net, c'était concis. Alors, tu vois, quand tu as une chronique qui finit par Voilà. Bah, tu sais où tu es allé. c'est clair et net. Bah donc voilà, on va finir là-dessus. Donc voilà, c'était Partners 2.0, donc de Soryu, aux éditions Kurokawa à 7,95 €. Et tout de suite, nous allons passer enfin à un monument. Que dis-je?
Magical Girl Holy Shit. Voilà, comme ça, du coup, je le dis. On va parler donc désormais du Nom de la Rose. Le Nom de la Rose, donc le scénario de base, donc forcément, c'est Umberto Eco. Ici, il a été adapté donc par Milo Manara, qui fait donc l'adaptation, le dessin, la peinture, tout quoi. Non, la couleur, c'est sa femme. Non, mais Simona. il fait tout. Il fait tout bien. Ah, C'est c'est Manara. Manara. Manara, mais. Mais tu vas nous en parler, tu vas nous en dire Ah quoi, bah, je sais pas, t'as déjà tout dit, c'est tout, c'est bien. C'est On bien. arrête Ah bah là. voilà, on arrête là. Bah voilà. Attends, Moi, je je vous vous stoppe. conseille de voir un film avec Sean Connery. Il a un peu vieilli quand même. Christian Slater. Et Christian Slater, il a un peu et, vieilli voilà, aussi. et c'était bien. Hein, on fait ça? On fait ça. Allez, on fait ça. Bon, alors je vais quand même vous en parler un petit peu plus. Donc, on est dans un monastère autrichien sur les bords du Danube et Umberto Eco découvre un manuscrit du Moyen-Âge écrit par un moine bénédictin appelé Atso de Melk, dont il avait trace dans un livre d'un certain abbé Vallée. Il se lance dans la traduction des aventures du moine, mais dans le chaos de l'invasion soviétique de Prague, il se fait voler le manuscrit. Il ne lui reste donc que sa traduction. 2 ans plus tard, en Argentine, il tombe par hasard sur la même histoire racontée en marge d'une traduction de l'utilisation des miroirs dans le jeu des échecs par le père d'Athanasius Kirchner. Par un goût un petit Quelqu'un a compris là? Ouais, mais c'est compliqué parce qu'il y a plein de noms de personnages au début. C'est juste pour poser les bases de l'histoire, parce qu'on sort un petit peu de ce qu'on connaît du film. Voilà. C'est parce que dans le film, ils en parlent pas. Parce que dans le film, Jean-Jacques Alors, Hano a vous fait des grosses Vous coupes. savez qu'il y a autre chose comme adaptation que le film. Hein. Il y a le roman. Oui, non, mais là, en l'occurrence, je parle pour les gens qui Comme ont adaptation. vu pour l'essentiel le film. Donc, par goût un petit peu fabulateur, Eco se lance dans la transcription de cette histoire de livre racontée donc par Atso de Melk. On est en 1322 et ce jeune novice bénédictin, joué par Christian Slater dans le film, pour ceux qui ont les images du film, se retrouve placé auprès d'un docte franciscain, ancien inquisiteur de son état, Guillaume de Baskerville, joué par Sean Connery dans le film, pour que tout le monde mette des visages. Dans un contexte de crise religieuse et politique, ils arrivent dans une imposante abbaye bénédictine. On est dans les Alpes-Maritimes, on a une espèce de monument immense, sous la neige, tout en haut d'un éperon rocheux. La communauté est en émoi, car dès qu'ils arrivent, il y a un mort, un frère enlumineur, Adelme d'Otrante. Et donc Guillaume, qui est connu pour son sens de la mesure et ses grandes qualités d'enquêteur, il était quand même inquisiteur, est prié par l'abbé de résoudre ce mystère. Ah oui, il faut être un bon enquêteur pour être un bon inquisiteur. Ah non, c'est pas, Je suis c'est pas sûr certain, mais Ah pardon. ils sont pas connus que pour ça. Mais après, Oh, mais toi, tu vois, tu relèves mes petits trucs. Et donc, il est assez inquiet car seul un moine a pu commettre ce crime atroce. Donc il paraît que Manara avait réussi une belle adaptation du Caravage, et là il se lance dans l'adaptation de ce magnifique roman d'Umberto Eco, lui qui jusqu'à présent était plutôt connu pour la bande dessinée érotique. C'est l'un des romans qui a eu le plus de succès dans les années 80, traduit dans 43 langues je crois de mémoire, de ce que j'ai pu feuilleter un peu à droite à gauche. Le Nom de la Rose, c'est un monument de la littérature, un grand chef-d'œuvre. Comment ? non, c'est juste que le dictateur a envie de se faire virer de Twitch. en D'accord. fait. D'abord, le verbe d'une précision chirurgicale. Eco est l'un des théoriciens reconnus de la linguistique, mais aussi de la sémiotique, l'étude des signes. Son roman est une ode au livre, bien entendu, mais pas seulement. Je te fais des signes, c'est pour ça. Ah oui, tu me fais des signes kabbalistiques de reconnaissance. C'est ça. Mais là, c'est des signes, c'est la sémiotique. On n'est pas encore dans la sémiotique quand tu fais ça. Ok. Il s'agit donc de maîtriser tous les signes qui peuvent faire communication, dont le dessin des enlumineurs, qui sont, pour le Moyen-Âge, un peu l'équivalent de nos auteurs de bande dessinée. L'intrigue est prenante, inquiétante, une histoire de meurtre en huis clos, dans un décor sombre d'une abbaye gigantesque, perdue tout en haut d'une montagne. Mais le contexte est au moins aussi important. On parle de la place du livre au Moyen-Âge, on parle des croyances, on parle des craintes, on parle des inquisiteurs et de l'un des plus célèbres d'entre eux, à savoir Bernard d'Augy. Le moment est charnière. L'empereur Louis de Bavière, après une crise d'élection, avait battu son rival, Frédéric d'Autriche. Le pape Jean XXII l'excommunie et Louis se sert alors des moines franciscains comme alliés, eux qui proclament comme vérité la foi de la pauvreté du Christ, s'opposant donc au pape riche et corrompu. Donc ça, c'est des choses qui sont bien montrées dans le film, qui sont bien montrées également dans la BD. Si le décor est aussi précisément campé, c'est que Eco n'est pas un romancier ordinaire, c'est un universitaire qui est spécialiste du Moyen-Âge. On baigne donc dans une sombre période qui est bien éclairée seulement par quelques personnages, dont Guillaume de Baskerville, qui est une sorte de Sherlock Holmes en haillons. Les franciscains, tu l'as raté, c'est pas grave. Le narrateur, lui, c'est à l'inverse un novice qui est naïf, qui est impressionnable et qui raconte, même s'il a le recul de l'âge, il raconte avec ses yeux émerveillés de jeune homme cette enquête qui n'est
pas ordinaire du tout. Comme pour toute adaptation, Manhara a marché sur des œufs. Il a religieusement, pourrait-on dire, gardé beaucoup de textes, beaucoup de dialogues à l'identique par rapport au roman. Il s'est toutefois gardé de belles pages, muettes, monumentales, impressionnantes, notamment pour représenter l'abbaye. Ces personnages sont vivants, sont expressifs, notamment Guillaume de Baskerville, dont il a gentiment donné les traits d'un Marlon Brando jeune. Une belle réussite du point de vue esthétique, du point de vue également du texte. Personnellement, j'attends le 2e tome avec grande impatience. Merci. Alors, qui veut commencer? Allez-y. On va commencer. Tu sais quoi? Je te garde pour la fin Mais non. parce que je sens. Regarde, il était lancé. Je sens la touche. Je sens la touche du puriste. L'historic touch. Non. Ouais, l'historic touch. Vas-y, tout de suite. Vas-y, Mais- comme ça c'est fait. Et Non, comme un bah- pélican, il va arriver, il va te défoncer. Mais non, parce que Non, moi je je l'ai bouclier magique. vais pas pouvoir te défoncer déjà parce que j'ai une culture autour du roman de la Rose qui est basée sur le film et sur la série. Oui. Et pas sur le roman. Ah bah voilà. Et sur ses soirées. Et sur mes soirées en plus. Tu allais voir, tu allais souvent Alors- voir des jeunes paysannes. Alors, on va parler de quelle soirée? Est-ce que tu peux être précis? Parce que ça fait longtemps qu'on t'a pas vu en soirée. on, nous a aussi, hein. fait, on a fait un GN, un grandeur nature sur le thématique du nom de la rose. Et effectivement, j'étais Bernard. J'étais. Pas Bernard Dogui, j'étais le. J'étais Bernard l'ermite. Ok. Stupido, non ça mais. Le frère, Bernard Dogui le, Montagnier. le frère franciscain, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs. Baskerville. Oui, Guillaume de Baskerville. Guillaume de Baskerville. T'avais un gros rôle quand même. Ouais, j'avais un gros rôle. ouais. T'as pas trop la tête de Marlon Brando toi. Non, mais il paraît que c'est pas nécessaire. Donc, en fait, la difficulté, c'est que le film est relativement moyennement fidèle au livre. Ça, c'est une certitude. La série que j'ai vue beaucoup plus récemment, moi, je vous la recommande en 8 épisodes, qui est, elle, pour le coup, très fidèle, mais extrapole certains passages d'après ce que j'ai pu comprendre. Donc, quand on lit effectivement Le nom de la rose, où on se retrouve avec la narration d'une bande dessinée, avec des ellipses qui sont absolument normales dans une narration. Des éclipses ou des ellipses? Des ellipses, D'accord. pardon. Non, parce que sinon ça peut être obscur. Ouais, t'as raison. Bien vu. Ça dépend, lune ou soleil? Enfant du soleil. Et Ça dépend voilà, donc du coup, c'est vrai que c'est Plutôt un assez peu, bête ou c'est un plutôt peu frustrant. On reste un peu sur notre fin parce qu'il y a certains passages qui vont quand même très, 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 très vite. Et il y a, pour moi, une part de l'atmosphère qui nous échappe dans l'album de Manhara. Mais vu la pagination, parce que là, pour le coup, elle est importante. Il fait combien de pages Attends 2 secondes. l'album Oh, ça je fais les recherches pour ça, il y en a 72. Voilà. Là, pour le coup, en 72 pages, je pense que c'est pas possible d'avoir Quoi? 64. 64. Encore Non, mais moins. parce qu'ils comptent toutes les pages chez Amazon. Ouais, bah voilà. Donc 64 planches, c'est pas Tu possible. vas chercher tes sources sur Amazon? 50. Bah, amateur. 58 pages. Une donne le nom des plans, numéro de page. 58 planches. Bah, 58 planches. C'est une blague. Donc non, c'est pas possible. C'est pas possible de retranscrire toute la richesse du roman. Et ça, c'est vrai que c'est une frustration. Je vois pas pourquoi Manhara s'est limité à ce volume-là, alors qu'on perd en fait une partie de la substantifique moelle du roman. Mais Ok. sinon, les dessins sont magnifiques. Il est un peu connu pour ça, Manhara. C'est quand même. On peut dire ce qu'on veut, mais il a un coup de crayon qui est absolument fantastique. Autant sur les corps, qui sont quand même des dessins quand même qui sont, je trouve, assez simples. Mais là, quand tu le vois sur justement toutes les enluminures qu'il s'amuse à faire à un moment donné en fond, Ouais. tu fais waouh. Ouais. C'est vraiment magnifique. Alors moi, comme base, j'avais que malheureusement le film du nom de la rose de Jean-Jacques Hano. Que j'ai vu sans doute beaucoup trop petit. Hein, je remercie peu mes parents pour ça, parce que quand même, Salvatore, elle m'a beaucoup perturbé enfant. Stupido, non fambe. C'était plutôt le quand il est en train de cuire dans la cuisson. Voilà. Ouais, mais ça, il est bien là. À ce moment-là, il est bien. Je me suis souvent rappelé de ses crimes. Enfin bon, on va pas Ouais, faire une il est psychanalyse. Hein. En même temps, il a bien morflé avant. Je pense qu'il est déjà fini cuit avant. Donc, du coup, ce nom de la rose, certes, il n'y a pas toute l'atmosphère que moi je connaissais C'est vrai.
du film, mais je trouve qu'il crée quand même déjà une petite ambiance qui est bien sympathique. Il y a vraiment une atmosphère étrange qui s'en dégage, parce que finalement, on voit rarement le monastère, on va dire, sous un côté lumineux. Il y a que quelques plans d'extérieur, on va dire, où tu vois la neige et du coup, c'est il est lumineux. monumental. C'est vraiment le Mais truc. Dès que le gros monstre. dès que tu vas avec les personnages, dès que tu rentres, on va dire, sur la rencontre des gens, c'est oppressant, c'est toujours dans des salles, c'est toujours un peu serré. Enfin, moi, j'ai trouvé qu'il y avait quand même une vraie atmosphère qu'il a réussi à dégager du truc. Et j'attends quand même un peu la suite parce que je me dis, ça peut être voilà, redécouvrir autre chose du nom de la rose que ce que je connaissais. Alors, moi, pareil, hein, je connais que le film, j'ai vu ni la série, j'ai jamais lu le roman. Ils l'ont pas sorti en manga. Non. Ah, Je connais donc que le film avec donc, notre ami Sean Connery, l'autre Christian Slater, etc. Un film que j'ai vu plus jeune, qui m'a énormément marqué, que j'ai vraiment adoré, que j'ai trouvé excellent. J'entends que l'adaptation, que le film n'est pas la meilleure adaptation du roman, on me l'a déjà dit. Alors moi, je fais partie de ces rares personnes qui n'est pas tant à fond que ça sur le dessin de Manhara. J'ai du mal avec ces personnages, avec ces visages. Enfin, c'est pas qu'il dessine mal, c'est que j'ai du mal à rentrer dedans. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans le bouquin, même si effectivement on sent une ambiance. J'ai eu du mal à m'immerger dedans. Après, j'attends quand même de voir le 2 parce que je suis vraiment très très curieux de voir où il va, comment il interprète tout ça, et puis parce que de toute façon je trouve cette histoire fantastique. Donc je vais quand même le lire, et parce que voilà, j'ai envie, mais j'ai quand même un petit peu du mal. Et un truc bête, par exemple, les traits de Marlon Brando, donc c'était de ce que j'ai entendu dire, volontaire de sa part pour éviter qu'on pense trop à Sean Connery, mais en fait ça m'a mis une barrière justement à l'immersion pour commencer, et puis j'ai du mal avec ce visage. Voilà. Et par rapport au film, et justement mes collègues m'ont taclé quand j'ai dit ça, je le trouve lent. Je le trouve très très lent, ce bouquin. Voilà. ok. Regardez la série. Non, la série, elle est française, anglaise Non, elle est italo-allemande. Italo-allemande, c'est ça. C'est précis, les gars. Mais très bien, vraiment. Ok. Bon, mais donc c'était Le Nom de la Rose, le tome 1 de Milo Manhara, chez Glénat pour 17,50 €. Allez-y, elle est bien. Un œil sûr. For All Mankind. Alors, ça a commencé par... C'est fait par Ronald D. Moore. Et là, Ronald D. Moore, pour moi, ça me parle parce que c'est... Ronaldinho. Ouais, c'est un des shows... Va te faire foutre. C'est un des showrunners de Battlestar Galactica, la meilleure série de SF ever. Voilà. Ever. Pas mieux. Et donc, du coup, ils ont fait For All Mankind avec Matt Wolpert et Ben Nedivi, qui ont travaillé, eux, sur Fargo et American Crime Story, sur le modèle donc, d'une chronie assez classique qui commence par « Et si ?» Et si, les créateurs en fait, de la série For All Mankind vont nous faire revenir à une époque de la guerre froide pour se dire qu'à l'été 1969, quand les premiers hommes se posent sur la Lune, eh bien, ce ne sont pas des astronautes, ce sont des cosmonautes. Donc, ce sont les Russes qui ont gagné la course à la Lune. Forcément, ça va créer un petit émoi quand même au niveau des États-Unis, parce qu'ils se disent quand même que ils ont été un petit peu humiliés, donc il va falloir se remettre au taf. Donc, ils vont vouloir être les premiers désormais à faire une station sur la Lune. Ça va être la course à la première saison. Le principe de la série, donc justement, ça va être donc de visiter cette uchronie en partant de ce principe-là, où on va avoir donc une première saison qui se passe dans les années 70, puis ellipse, saison 2, années 80, ellipse, saison 3, années 90, saison 4, 2000. On va suivre un groupe de personnages pendant ces 40 ans, cette exploration spatiale, parce que du coup, on va aller sur la Lune, puis une fois qu'on a conquis la Lune, on va aller chercher Mars. Et forcément, voilà, c'est la conquête spatiale qui est, on va dire, le moteur d'une certaine narration dans la série, mais comme Ronald D. Moore apprécie beaucoup ça, on est plutôt sur une énorme profondeur psychologique des personnages, et finalement, les enjeux géopolitiques sont très présents, certes, mais c'est le vrai moteur de cette série, c'est l'humain.
et que finalement, tous les événements que vont vivre les différents personnages, parce qu'on va les suivre, hein, on va avoir, pendant ces 40 ans, on va suivre donc Joel Kinnaman, que vous avez peut-être déjà vu dans d'autres séries, et là, du coup, j'ai le grand... Cyberpunk. Ouais, c'est ça, le Cyberpunk de Netflix qui était sorti. Il y avait aussi la série d'enquête où il jouait avec... Ah, pardon, excusez-moi, j'ai sauté sur. D'accord, je te donne ça tout de suite, Joël Kinnaman. Voilà. On a voilà, en fait tous les acteurs qui vont jouer au cours de ces 4 décennies. Donc, Altered Carbon. Altered Carbon, il a aussi joué dans une série d'enquête policière qui était un dérivé d'une série finlandaise ou norvégienne. Mais là, tu l'as pas tout de suite. Le Hana. Anna, ça c'était avec sa fille. Oui. Avec la fille. Et une de ses premières séries. Voilà, je trouve qu'il y a un acteur qui est immense, quoi. Il avait joué dans House of Cards aussi. Et en plus, il fait peur, je trouve. Voilà, The Killing, exactement. Voilà. On va avoir là des personnages qui vont être super intéressants parce qu'on va les voir évoluer pendant presque 30 à 40 ans de leur vie. Et on va suivre leur évolution justement dans la société américaine qui, elle aussi, va évoluer. La série, on peut quand même volontiers la qualifier quand même de féministe, pas dans le sens libération. Ah non, pardon, c'est pas là. Non, c'est pas là, non. Pas dans le sens libération totale de la femme où d'un coup, ça y est, c'est la fête du slip, mais où justement, en fait, C'est la fête de la culotte, tu veux dire. on va avoir une très lente évolution de la place, du pouvoir des femmes et en fait de cette lutte qui va être faite de 1970 jusqu'à 2000. Beaucoup de choses sont mises en place au niveau des personnages féminins qui sont, pour moi, je trouve que la série est géniale pour ça, parce que finalement, les hommes sont présents, certes, mais c'est vraiment les femmes qui sont au cœur de l'action. Là, j'ai presque fini la saison 4. La saison 5 n'est pas encore annoncée sur Apple TV, mais je trouve vraiment que c'est une série à voir. Vous avez donc, chaque saison fait 10 épisodes, et du coup, dans la série, vous allez avoir des grosses ellipses. C'est-à-dire des moments où vous allez avoir, il se passe quelque chose, vous résolvez le petit problème, et vous faites un bond de 1 an, 2 ans après, parce que du coup, il faut que ça avance. Voilà, moi je trouve que For All Mankind est une très très bonne série, une très bonne uchronie, très intéressante parce qu'en plus elle étudie aussi tous les enjeux politiques des États-Unis actuellement, en replaçant quelques petits topics à certains manias financiers qui se croient un petit peu les maîtres du monde. Voilà, mais qui ont changé de couleur, mais c'est pareil. Mais voilà, donc vraiment une excellente série, moi je me régale. Et si on n'a pas Apple TV, on peut pas. Si tu n'as pas Apple TV, tu ne peux pas. C'est dommage. Alors, moi je dis déjà vu. Le jour J, ils ont déjà fait les Russes sur la Lune en premier. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Donc c'est bon, tu peux remballer. Tu peux remballer. Bon, les critiques sur Rotten Tomatoes sont énormes. Et voilà, c'est fini. Voilà, c'est fini. Et donc encore et encore. Tant qu'on n'en a pas une autre à la place avec le même texte. This is the end. Ah ouais, mais on est moins bilingue. Ouais, Quoi non mais On est moins bilingue. bah surtout, en même temps le dictateur est pas là ce soir, donc ça passe. C'est vrai. Parce que le dictateur a pris la porte. Oh. Il est pas resté sur le seuil. Alors, ah putain, j'ai cru qu'il allait me piquer mon micro. En fait, il faut quand même dire les choses. Ce soir, on a réussi un putsch. On a pris le pouvoir, on a pris les micros parce que le dictateur était d'accord. Et du coup, on l'a autorisé parce qu'il voulait le faire à garder la technique. Alors c'est ça qui est bien, c'est que c'est exactement ça. Tu vois, moi je trouve que c'est comme une discussion avec ma femme. C'est qu'en fait j'ai raison quand c'est elle qui propose. Tu vois. C'est Voilà. ça. Et je trouve que ça. Tu as raison quand elle est d'accord avec toi. C'est ça. C'est exactement ça. Et ce principe-là, finalement, dans la vie d'un groupe, d'un couple, c'est vital. Ah ben ça simplifie les choses, hein, ça met de l'huile. Hein. Voilà, bon, en tout cas, merci à vous. On se retrouve donc dans une semaine, 15 jours, 3 semaines, je sais plus, je sais pas comment. Je ne sais pas, je ne sais plus. Mais dans tous les cas, on reviendra. J'ai l'impression qu'il en a marre de nous entendre, le dictateur, non? Il balance le jingle pendant qu'on parle. Vous pouvez me retrouver sur mon Insta, la galerie de Mathieu. Vous pouvez retrouver Monsieur El Dictator, OneIPA sur @la voix des bulles ou sur @OneIPA. Lui aussi est partout, il est partout. À bientôt et puis bonne soirée ou bonne journée. Bonne soirée, bonne journée. Au revoir les gens. Bye bye.